Congo Mikili Live, toujours longueur d'avant. Bonjour. Ici donc on va commencer ce point de presse. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Nous allons consacrer cet entretien à la restitution du sommet des leaders africains et américains qui vient de se tenir à Washington, où je suis arrivé hier soir. Au moment où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, participait sur invitation de son homologue américain, le président Barack Obama, au sommet qui a réuni dans la capitale fédérale des États-Unis une cinquantaine de chefs d'État du continent, une controverse, nous en avons l'habitude, a enflammé l'arène politique à Kinshasa. Les interprétations les plus diverses ont été entendues sur l'objet de cette conférence de Washington, sur son déroulement, sur ses conclusions. À en croire certains d'entre nous, les 50 leaders africains sont allés rencontrer le président Barack Obama à Washington pour parler des inquiétudes des opposants congolais au régime du président Kabila quant à la perspective de modifier la constitution du 18 février 2006 et à la perspective de voir l'élu de 2006 et 2011 se représenter à l'élection présidentielle de 2016. Donc l'Afrique est allée parler de nous. Les propos de M. Russ Feingold, l'envoyé spécial du gouvernement américain pour la région des Grands Lacs, dans ce sens, ont alimenté davantage de polémiques à ce sujet. Le gouvernement tient à clarifier les choses à cet égard. Il faut signaler d'abord qu'une délégation du gouvernement et de la majorité présidentielle a eu l'occasion de mettre les points sur les i à cet égard lors d'un forum organisé par une ONG américaine proche du Congrès, le National Endowment for Democracy, et ce en présence d'une forte délégation de l'opposition parlementaire et radicale de notre pays. L'initiative prise par les États-Unis d'Amérique d'organiser le sommet des leaders d'Afrique avec le président des États-Unis à Washington DC n'est pas le fruit du hasard. Contrairement à ce que certains croient naïvement, ce ne sont ni la charité chrétienne, ni les considérations philanthropiques qui sont aux sources de cette initiative du chef de l'État américain. Et je voudrais convoquer une réflexion de l'agence Associated Press qui pourra nous aider à déceler les véritables raisons de ce sommet pour qu'il n'y ait plus de doute dans les esprits. L'éditorialiste américain Paul Wiseman, c'est vraiment bien nommé, wise en anglais c'est sage, un homme sage, Paul Wiseman, a intitulé cet éditorial US companies falling behind as Africa surges. Traduction, les compagnies américaines reculent alors que l'Afrique monte. Wiseman donne la parole à un grand notable du landerneau politique américain, l'ancien président Bill Clinton, que l'on situe parmi les plus grands interventionnistes dans la région des Grands Lacs, qui a déclaré ce qui suit la veille du sommet. Nous, Américains, nous sommes en train de rater le train en Afrique. C'est ce que Clinton dit. Et M. Clinton rappelait que l'Afrique subsaharienne a eu en moyenne une croissance économique annuelle de 6% au cours de la dernière décennie et qu'une robuste expansion y est attendue. Entre parenthèses, je note que la République démocratique du Congo, notre pays, se trouve à cet égard dans le peloton de tête avec un taux de croissance de 8,5% l'année dernière. Donc on parle aussi de nous. Pour les experts de la firme Ernst & Young, cités par Associated Press,
l'Afrique est le deuxième marché le plus attractif du monde pour les investissements après l'Amérique du Nord. Pourtant, les activités commerciales américaines dans cette Afrique qui gagne sont de New York. Michael Bloomberg, un des architectes du sommet des leaders africains et américains de Washington DC, a été beaucoup plus explicite lorsqu'il a lancé un véritable appel pathétique à la nation américaine. Je cite M. Bloomberg, « Nous devons arriver à capturer certaines opportunités. En Afrique, nous laissons l'Europe et la Chine aller plus vite que nous. » Fin de citation. C'est un des co-organisateurs du sommet. Le vice-président américain Joe Biden, numéro 2 de cette puissance qui a organisé le sommet, emboîte le pas à M. Bloomberg et appelle ses compatriotes à se rattraper, car, dit M. Biden, il est très difficile de participer à une compétition lorsque les autres sont déjà à un autre tournant. Donc, l'Europe et la Chine. Des spécialistes américains des études africaines comme Paul Sullivan, de la firme Acrobridge, reprochent à un grand nombre d'Américains, personnes physiques ou sociétés, de se faire une idée complètement fausse et dépassée de la région africaine qu'ils perçoivent comme une zone déstructurée par le désastre et la guerre. C'est le fruit des campagnes comme le Congo bashing et tout ça, et on crée dans l'imaginaire des Américains l'idée d'une Afrique complètement déstructurée, et l'un des buts de la conférence, c'était de triompher de cette image-là, de démontrer que c'est faux, que l'Afrique se normalise. Peut-être le fait de ne parler que des conflits, de guerre et de famine sert-il à attirer les regards et à vendre plus de journaux. C'est M. Sullivan qui parle, je répète. Peut-être le fait de ne parler que des conflits, de guerre et de famine sert-il à vendre plus de journaux, dit-il, mais il y a un réel déficit de perception de la part des intellectuels en Occident et particulièrement aux États-Unis. Fin de citation. L'éditorialiste de Associated Press note que les investisseurs chinois, au contraire, donnent l'impression d'être déployés partout en Afrique. La compagnie pétrolière offshore CNOOC a investi 2 milliards de dollars américains dans un bloc pétrolier en Ouganda. Nombre de responsables africains trouvent que les Chinois sont plus en phase avec les normes et les sensibilités de la région. Un autre africaniste américain, Andy Spalding, qui étudie les problèmes de corruption à la Richmond School of Law, dit que les firmes chinoises prennent le dessus sur leurs homologues américains et cela contribue à la rapide prépondérance de la Chine sur le continent africain, laquelle, selon ce chercheur, exacerbe le phénomène de corruption en Afrique. Tout au long de ces dernières années, les milieux d'affaires américains ont fait pression sur le président Barack Obama, ça c'est Associated Press qui explique, pour initier une diplomatie économique beaucoup plus proactive sur le continent africain. Le temps, je cite ici, le temps pour faire des affaires en Afrique, ce n'est pas dans 5 ans, le temps pour faire des affaires en Afrique, c'est maintenant, a martelé à cet égard le secrétaire au commerce du gouvernement Obama, M. Pritzker. Et enfin, last but not least, le président Barack Obama lui-même a clairement mis en perspective le sommet dont il a pris l'initiative en lui attribuant 3 objectifs essentiels. 1. L'intégration économique de l'Afrique. 2. La promotion des pratiques de bonne gouvernance. 3. Le renforcement des relations sécuritaires entre l'Afrique et les États-Unis. Je n'ai pas entendu Congo. Je n'ai pas entendu RDC. Après avoir entendu ces éminentes personnalités américaines, les mieux à même de nous dire quelles sont les motivations de ce sommet auquel notre président a participé, prétendre que ce sommet d'où nous venons était axé sur les affaires de politique intérieure,
je dirais même de disputes domestiques entre frères de la République démocratique du Congo, comme les ténors de l'opposition et leurs alliés de circonstance s'évertuent à le faire croire, cela relève soit de la surdité, soit de la mauvaise foi. Monsieur Russell Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, est de ceux-là qui cherchent à faire croire qu'on est allé au sommet pour parler de son mandat, parler de sa personne. Donc, chacun essaie de tirer la couverture sur lui. On est allé parler de l'opposition, on est allé parler des préoccupations de Feingold. Nous allons en dire un mot. C'est pour la deuxième fois que M. Feingold outrepasse son mandat, qui est un mandat de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre régional, qui est un accord international, signé à Addis Abeba entre 11 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pour le rétablissement de la paix dans cette région des Grands Lacs. Et l'envoyé spécial américain met le feu aux poudres, pour une deuxième fois, dans notre pays, avec ses plaidoyers en faveur de schémas institutionnels extra-légaux. Il invente des schémas. Il ne lit même pas notre constitution, il ne lit pas nos lois. Des schémas extra-légaux, des schémas illégaux. Une mise au point s'impose, et je voudrais la faire au nom du gouvernement. M. Russ Feingold est envoyé spécial du gouvernement des États-Unis pour le suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba dans la région des Grands Lacs. Il n'est ni gouverneur général, ni proconsul, et encore moins membre d'une institution politique de la RDC, pour avoir à se prononcer sur les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Ces interférences intempestives dans les questions de politique intérieure relèvent d'une véritable usurpation de qualité que le gouvernement condamne. Dans le cas d'espèce, le sommet des leaders de Washington DC, dans le cadre duquel M. Russell Feingold n'a eu aucune responsabilité, ni dans la conception, ni dans l'organisation, ce sommet avait un agenda multilatéral. Il n'y avait pas d'agenda congolais dans un sommet continental. C'est-à-dire, c'est un agenda qui concerne l'ensemble du continent africain. Rien des déclarations tonitruantes de M. Feingold, s'improvisant porte-parole du sommet pour amener un événement continental, voire même mondial, à sa personne, rien de ce qu'il dit n'a été entendu par la délégation congolaise de la part des hautes autorités américaines qui ont organisé et participé au sommet. Nous avons demandé de mettre en perspective une photo du président Joseph Kabila à la Maison-Blanche. Vous la voyez dans le fond, pratiquement à la gauche, sur l'écran. Si vous l'observez attentivement, elle a été publiée par certains de vos confrères. Je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qu'on est en train d'admonester, que c'est quelqu'un qu'on est en train de gronder. C'est un ami que l'on reçoit. Monsieur, Madame Obama sont autour de lui, ils sont tout à fait souriants, ils sont totalement à l'aise avec notre président. Et M. Feingold raconte des histoires, le président ne s'est pas engagé à ne pas se présenter, etc. On n'est pas allé à Washington pour parler de nos problèmes intérieurs. La République démocratique du Congo rejette les prétentions de l'envoyé spécial des États-Unis à vouloir se substituer aux institutions nationales dans la définition et dans la conduite de la politique générale de notre pays, et ce, dans quelque domaine que ce soit. Il n'a aucune responsabilité, aucun mandat là-dessus. Et l'envoyé d'un gouvernement ami étranger dans notre région n'a pas pour vocation de prendre des actes qui dérogent aux lois en vigueur, comme le fait M. Feingold, lorsqu'il prétend exiger la convocation de l'élection présidentielle 2 ans et demi avant l'expiration du mandat du président en exercice, au lieu de 90 jours avant cette échéance qui sont fixés expressis verbis par l'article 102 de la loi électorale. M. Feingold n'a pas été engagé ici pour écrire notre loi électorale. Il ne lui appartient pas non plus d'interdire la révision de la Constitution, qui est bel et bien prévue par la Constitution elle-même en son article 218,
ou d'interdire tout débat sur l'article 220 de la Constitution qui prévoit des exceptions que nous connaissons à la règle instituée par l'article 218. Mesdames, Messieurs de la presse, parmi les partenaires américains qui, à l'instar de Russell Feingold, se sont invités dans ce débat domestique, se trouve également l'agence américaine National Endowment for Democracy, NED. Le National Endowment for Democracy, qui, dans une posture, il est vrai, un peu plus positive, avait organisé un forum sur la démocratisation dans les pays africains en marge du sommet des chefs d'État de Washington, D.C. Mais on constate chez les uns et les autres une lourde insistance sur l'importance du respect de notre Constitution. Cette insistance donne à croire qu'ils considèrent la démocratie en République démocratique du Congo comme une sorte de denrée rare offerte à des bénéficiaires inconscients et dont il faut que les donateurs, c'est-à-dire eux-mêmes, assurent le service après-vente. Nous, gouvernement de la RDC, nous nous inscrivons naturellement en faux contre cette prétention qui tire ses racines d'une conception néocoloniale des relations entre États. 54 ans après leur accession à la souveraineté nationale et internationale, les Congolais n'ont certainement pas besoin d'être cornaqués pour démocratiser leurs institutions publiques. Et c'est le lieu de dire que notre volonté à ce sujet ne s'est jamais démentie depuis la conférence nationale souveraine des années 90. Et aucun recul n'a été enregistré depuis lors, malgré les dures épreuves que nous avons dû affronter. Ces donneurs de leçons de démocratie doivent savoir que la plupart des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui dans la majorité au pouvoir en RDC se sont battus, certains, comme le président Joseph Kabila, au risque de leur vie, pour l'instauration de la démocratie qui est portée aujourd'hui par la Constitution du 18 février 2006. Grâce aux efforts combinés de tous, les institutions sont à ce jour fonctionnelles au niveau provincial, au niveau national. Les Congolais jouissent de leurs droits démocratiques, en tout cas un peu mieux que d'autres peuples dans la même situation et sur le même continent. La vivacité, voire la virulence parfois excessive du débat politique dans notre vie quotidienne l'atteste. Certes, la République démocratique du Congo n'est pas encore à ce jour un paradis sur terre, mais affirmer que ce pays est resté un enfer serait en totale contradiction avec la vérité, au regard des droits démocratiques. Au cours du forum du National Endowment for Democracy à Washington, nous avons questionné le pessimisme de composition qui entoure le discours et les analyses en Occident sur notre pays. Un pessimisme qui transparaissait comme un véritable postulat dans l'ordre du jour du forum organisé par NED. Nous nous sommes insurgés contre le fait que des acteurs étrangers prennent ainsi l'habitude de se comporter comme ce vendeur de béquilles qui essaye de fourguer sa marchandise à une personne qui n'a aucun problème à marcher avec ses pieds. La réalité congolaise, mesdames, messieurs de la presse, c'est le retour progressif, effectif de la paix et de la sécurité, avec le démantèlement en cours des forces négatives qui tentaient de balkaniser le Congo-Kinshasa et le désarmement en cours des groupes criminels résiduels. La réalité congolaise, c'est la relance de la reconstruction, avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes en termes de stabilité du cadre macroéconomique, avec un taux de croissance qui est passé de 6,9% en 2011 à 8,5% aujourd'hui, avec une projection de 9,5% fin 2014, et un taux d'inflation qui est passé de 17% à 1,03% dans la même période. La réalité congolaise d'aujourd'hui, c'est l'accroissement substantiel des investissements sociaux, notamment la gratuité de l'enseignement fondamental, qui a permis d'accroître substantiellement le taux de scolarisation dans le primaire,
C'est la construction de 400 écoles déjà livrées sur les 1000 attendues, clés en main, pour une valeur de 60 millions de dollars américains. C'est la réfection effective de 166 hôpitaux sur les 1000 attendus depuis septembre 2013. La réalité congolaise, c'est la repriorisation de l'agriculture, grâce notamment à des projets agro-industriels, notamment ceux d'Nsélé, de Bukangalonzo, qui intègrent l'État, les investisseurs privés et le paysanat. La réalité d'aujourd'hui en RDC, c'est la bancarisation qui a permis de sécuriser les circuits de paiement des rémunérations pour pratiquement 1 million des membres du personnel de l'État. Nous ne saisissons donc pas la rationalité du pessimisme débridé auquel d'aucuns s'adonnent, comme si rien jamais n'a changé sous nos tropiques. Pour parler de la Constitution, en 2005, l'opinion se souviendra que notre majorité, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, avait fait campagne pour l'adoption de la Constitution par référendum populaire. Ce n'est pas pour ne pas la respecter. Une révision de la Constitution est certes projetée par la majorité. Nos collègues de l'opposition radicale estiment que ce serait une violation de cette Constitution. Nous avons dit au forum du National Endowment for Democracy, à titre d'information, que cette position de nos collègues de l'opposition n'était pas recevable, dans la mesure où la Constitution elle-même prévoyait qu'elle puisse être révisitée. Criminaliser toute révision constitutionnelle en RDC est un non-sens, à notre avis. Parce que dans tous les pays, un texte constitutionnel est toujours le reflet d'une situation ou de circonstances qui évoluent. La perfectibilité de l'œuvre humaine justifie d'ailleurs la position prise par le Constituant de 2006, qui a stipulé à l'article 218 la possibilité de réviser la Constitution tout en fixant des limites à l'article 220. Personne au forum de New York n'est parvenu à nous démontrer, de Washington n'est parvenu à nous démontrer que dans l'ordonnancement juridique de la République démocratique du Congo, la révision de la Constitution ne soit pas la règle et la non-révision des matières prévues à l'article 220 une simple exception. Une révision constitutionnelle, avons-nous dit, est parfaitement justifiée dès lors qu'elle se destine à faire rimer démocratie, facilitation institutionnelle, en ce comprise les économies de moyens pour l'État, et stabilité dans le pays, et dès lors qu'elle respecte les mécanismes prévus par la Constitution elle-même à cet effet. Du reste, en 2006, faut-il le rappeler, quelques jours seulement après le référendum constitutionnel, la conférence épiscopale de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, qui remettait en cause le fait que ce texte était le fruit d'un consensus entre belligérants, avait engagé les assemblées parlementaires à élire par la suite, à le revisiter. Devant les participants à ce forum de National Endowment for Democracy, nous avons donc attaqué le principe selon lequel on ne change pas les règles d'un jeu en plein match, un principe que nos collègues de l'opposition ont l'habitude de convoquer dans le débat qu'ils suscitent sur la révision constitutionnelle. Dans notre entendement, le match électoral pour l'élection présidentielle qui hante ceux qui craignent la popularité de Joseph Kabila, le match électoral donc à cet égard, commence avec la convocation des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Et il se termine avec la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. En tout et pour tout, 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. L'argument selon lequel une révision qui est initiée plus de 2 ans avant cette convocation du scrutin présidentiel de 2016, qui n'est pas fixée par nous, mais fixée par l'article 102 de la loi électorale, qu'une telle révision serait faite in tempore suspecto et donc dénuée de tout fondement. Et nous avons déclaré à Washington, au National Endowment for Democracy, de manière très claire, que nous ne reconnaissions
ni à un gouvernement ami, ni à des ONG internationales, ni à nos collègues de l'opposition, le droit d'interdire aux Congolais ce que leur constitution autorise. Aucune fraction du peuple n'a le droit de se substituer au peuple, dit la Constitution. Et s'agissant de l'article 220, il n'est pas interdit aux Congolais d'en débattre, je vous l'avais dit ici, étant entendu que dans un système démocratique, il n'existe pas de sujet tabou. Les échanges du Forum du National Endowment for Democracy ont porté également sur le processus électoral. À ce sujet, nous avons indiqué que les échéances électorales de 2006 et 2011 nous avaient démontré à quel point le coût des élections pouvait être prohibitif pour un pays post-conflit dont la reconstruction doit être entreprise comme la République démocratique du Congo. Et nous avons donné l'exemple d'une comparaison entre un scrutin électoral au suffrage universel direct qui nous coûte entre 300 et 360 millions et la construction de 400 écoles que nous venons de réaliser en une année qui coûte 60 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur? Est-ce que les élections doivent nous conduire à vivre dans un pays dénué de tout parce que nous devons faire des élections comme les autres? En cette matière, nous avons dit qu'il n'y a pas qu'à vouloir, encore faut-il pouvoir. Nous trouvons donc pleinement justifié que l'on envisage au Parlement la réduction du nombre des scrutins au suffrage universel direct. Parce que, étant pour ainsi dire au fourneau, comme gouvernement, nous avons de quoi estimer que obliger ce pays à se payer 4 élections au suffrage universel direct, c'est-à-dire les locales, les provinciales, les législatives nationales et la présidentielle, à chaque législature, c'est le suicider financièrement. C'est de ce constat qu'est née l'idée d'une élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. D'aucuns recommandent le raccourci commode, qui consisterait à tendre la main, encore une fois, toujours, à la générosité de la communauté internationale. Ce sont des habitudes dont nous devons apprendre à nous départir dans notre propre intérêt. Il est de notre devoir de réduire autant que possible la soumission d'un exercice de souveraineté par excellence que sont les élections à la charité internationale. Pareille option n'est pas en contradiction avec les principes démocratiques et elle se justifie également par notre réalisme au regard des promesses non tenues par nos partenaires extérieurs, aussi bien en 2006 qu'en 2011. Notre gouvernement et la famille politique qui le porte, ainsi que son autorité morale, subissent des accusations croisées sur de vagues soupçons d'une prétendue volonté de violer la Constitution. Ce n'est qu'un procès d'intention d'une partie de nos collègues de l'opposition qui donne l'impression de chercher à noyer nos efforts de normalisation et de reconstruction du pays dans des controverses sans objet. Le président Kabila, qui est encore à mi-mandat, n'a dit aucun mot sur la prochaine élection présidentielle, dont nous attendons tous la convocation dans plus de 2 ans. Mais voici que certains voudraient nous détourner de la réalisation de notre programme de reconstruction nationale et faire monter la question des candidatures à une élection qui aura lieu dans 2 ans et demi à la tête de l'agenda dès aujourd'hui. Comme si le temps allait s'arrêter, comme si les Congolais n'avaient plus d'autre besoin que de se lancer dans la campagne électorale la plus longue de l'histoire. On ne connaît aucun pays qui ait eu une campagne électorale de 2 ans ou 3 ans. C'est peut-être de bonne guerre pour l'opposition, c'est peut-être de bonne guerre pour des personnes comme M. Russell Feingold, qui, comme son prédécesseur Karel de Gucht, souvenez-vous, un ministre étranger qui prétendait venir demander à notre président la liste des ministrables pour qu'il puisse cocher qui il veut, et qu'on a dû chasser du palais de la nation comme un malpropre. Donc Russell Feingold, qui à l'instar du belge Karel de Gucht, instrumentalise nos polémiques pour se donner plus d'épaisseur et de visibilité dans son pays. Mais ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Les Congolais ont droit à une démocratie consolidée. Ils préfèrent aller en parler avec nous
seulement dans un forum organisé à Washington DC par une ONG américaine. Cela n'est pas de bon augure pour le pays. Et Patrice Lumumba, qui a dit que l'histoire du Congo ne s'écrira qu'au Congo et pas à l'étranger, doit certainement se retourner dans sa tombe devant de telles pratiques. Nous leur avons dit que c'est à nous, classe politique congolaise, et à nous seulement, qu'il appartient d'offrir à notre pays un cadre institutionnel idoine pour des élections crédibles, sans préjudice de la reconstruction, de l'unité et du développement du pays. Il n'est pas encore tard pour ce faire, et le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que la majorité dont il est issu, sont ouverts à toutes les idées à cet effet et à tous les contacts avec nos collègues de l'opposition à cette fin. Je vous remercie. Vous nous demandez pourquoi, vous demandez aussi quand est-ce que ces gens vont être transférés. Je vous dis tout de suite que vous savez que la Constitution fait obligation au président de réserve par rapport à des activités de politique politicienne comme telle. Donc le président ne peut pas calquer sa communication sur base de la communication d'un parti politique, fût-il un parti de sa majorité. Le président est le président de tous les Congolais, majorité comme opposition. Ce que vous lui proposez là serait une violation de ses devoirs constitutionnels, qui sont des devoirs de réserve par rapport au débat de politique politicienne. Le PPRD est libre de prendre une position, d'autres partis de la majorité également, ce sont des structures privées dans la vie institutionnelle congolaise. On ne peut pas limiter la démocratie, on ne peut pas limiter la liberté des gens de s'exprimer sur leur pays. Comme je l'ai dit dans mon exposé, il n'y a pas de sujet tabou dans un pays démocratique. Donc ce n'est pas parce que tel parti s'est prononcé que du coup le président, alors qu'il est chef des institutions, est obligé d'emboîter le pas, de démentir ou d'approuver. Pas du tout. Le débat doit mûrir, c'est normal. Plus long est le débat, plus on a des chances d'avoir de bonnes idées qui en ressortent. National Endowment for Democracy n'est pas l'administration gouvernementale, c'est une ONG. Oui, une ONG proche de l'administration. Financée par le Congrès, pas même l'administration. Oui, oui. Financée par le Congrès. Vous voulez savoir, est-ce que c'est pour confronter les sources ou c'est pour avoir la version la plus plausible par rapport aux faits qui sont décriés en RDC? Merci. Bien. Obama reçoit les chefs d'État, naturellement. Il ne manquerait plus qu'à ce qu'il invite ses collègues et ne les reçoive pas. Ce sont des présidents comme lui, il les a invités, il les reçoit. Tout à fait normal. Et Obama est dans la position d'un représentant de commerce qui veut vendre une marchandise. Et les clients, c'est les Africains. C'est les pays africains avec leurs réserves qui augmentent, leur gouvernance qui évolue, leur taux de croissance qui est très remarquable. Et donc, quand vous êtes représentant de commerce, vous voulez vendre votre camelote, vous souriez aux clients qui peuvent vous l'acheter. Donc, forcément, il y a des attitudes de politesse et tout ça qu'il faut avoir. C'est pourquoi je m'étonne d'entendre des gens prétendre qu'on a appelé les présidents pour les admonester. Comment? Vous voulez vendre quelque chose à quelqu'un et vous le vendez? Non. Vous faites même semblant d'oublier s'il a des problèmes, s'il a des défauts. Donc, c'est normal qu'Obama ait reçu les chefs d'État. Mais en ce qui concerne les opposants, vous devez bien noter que la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays en Afrique. Il y a eu 48 pays qui ont été invités. Il y a eu 48 chefs d'État présents. Il y a eu 48 partis ou coalitions de partis au pouvoir qu'on a invités et 48 oppositions qu'on a invitées. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a que la RDC qu'on a invité ses opposants et les gens de la majorité? Non, on a invité tout le monde parce qu'on voulait recueillir des informations sur la situation générale en Afrique, cette Afrique vers laquelle les Américains veulent aller maintenant en masse. Donc ce n'est pas seulement la RDC, je vous ai cité ce jour où nous étions là, le Burkina Faso, le Togo, le Congo-Brazzaville, c'est tous les pays. Donc il ne faut pas que nous croyions que nous sommes le nombril de l'univers, que l'opposition congolaise est celle à laquelle on donne plus d'importance ou la majorité congolaise. Non, ils ont invité tout le monde, les 48 pays. Il ne faut pas que nous nous donnions une place qui n'a pas été la nôtre dans cet événement-là. C'est tout le monde, c'était multilatéral. Ce n'était pas le Congo, États-Unis ou bien Congo contre l'Afrique et les États-Unis.
C'est tout le monde qui a été invité, donc on voulait avoir des informations, on voulait affiner la connaissance. Les efforts de pacification dans une guerre, c'est le paradis. Il y aura toujours quelque chose qui cloche quelque part. Mais j'ai dit dire que la liberté d'expression, elle ne peut être défendue que lorsqu'elle ne viole pas la loi. Aujourd'hui, la justice internationale poursuit les animateurs de Radio Mille Collines, n'est-ce pas? Est-ce que c'était la liberté d'expression? Oui, c'était une liberté d'expression qu'on a utilisée abusivement pour pousser des gens au crime, pour inciter à la haine. Et c'est la même chose ici. Inciter les gens à la haine. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voulu défendre Radio Mille Collines en disant oui, c'est des journalistes, c'est la liberté d'expression, ils n'ont pas pris des machettes. Non. La loi congolaise, le droit international interdit d'inciter à la haine, puisque c'est ça le carburant des crimes contre l'humanité. Et donc, M. Iwanga, selon le parquet général de la République, a incité à la haine. Croyez bien que nous sommes assez... nous trouvons M. Iwanga sympathique, c'est quelqu'un qui m'est, par exemple, personnellement assez proche. Mais lorsqu'il y a des cas d'incitation à la haine dans un pays qui sort d'une guerre due justement à des incitations à la haine, on a le droit de se montrer un peu rigoureux, si tant est qu'il a fait cela. Maintenant, il doit prouver qu'il ne l'a pas fait, et les accusateurs estiment qu'il l'a fait, donc c'est un débat qui doit se dérouler là-bas, mais ça n'a strictement rien à voir avec la liberté d'opinion. En ce qui concerne le gouvernement... Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.